Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le Grand Prix, donc le Grand Prix de Bahreïn, le débriefing du Grand Prix de Bahreïn, quatrième épreuve de ce championnat du monde de la saison 2013 de Formule 1. Alors tout d'abord, je vous remercie effectivement de suivre toujours plus nombreux mes vidéos donc thématiques de Formule 1, hein, je suis très content effectivement. Et pour répondre à un de mes abonnés qui s'appelle Steven Lem, je vais effectivement donc exaucer ton vœu et je vais faire donc non pas une mais deux vidéos de pronostics avant chaque Grand Prix. Pourquoi deux? La première, mais tout simplement, donc ce sera avant les essais libres, hein, donc voir s'il n'y a pas une petite tendance qui se dégage, des belles côtes à prendre ou pas. Et la deuxième, donc ce sera juste après les qualifications, donc après la grille de départ, hein, tout simplement pour affiner les pronostics, essayer d'avoir donc de voir un peu plus clair au niveau de la hiérarchie, pour essayer de prendre les meilleures cotes possibles, donc juste avant le départ de la course. Alors on va commencer tout de suite par le bilan. On commence par les Marussia. Alors, les Marussia, franchement, sur cette course-là, Bianchi n'y était pas du tout. Il s'est qualifié derrière Charles Pic, 20e position, puis 19e suite au déclassement de Gutiérrez. Il fait 4 arrêts au stand, termine 19e, devant son coéquipier, qui lui, donc, partait 21e et 20e. Alors, il a terminé derrière Vandergaard, Chilton. Et alors ils ont fait 4 arrêts tous les deux, 19e Bianchi, 20e Chilton, et Chilton ne termine seulement qu'à 10 secondes, un peu plus de 10 secondes de son coéquipier Jules Bianchi, ce qui prouve bien que soit Bianchi a souffert, soit Chilton a amélioré son niveau, mais en tout cas la Marussia me semblait légèrement en dessous de la Caterham sur ce Grand Prix. Caterham justement, donc avec Vandergaard qui a terminé devant Chilton en qualification, donc 21e puis 20e suite au déclassement de Gutiérrez. Il concède une seconde pleine en qualification sur un tour à son coéquipier Charles Pic, qui, 19e, passe 18e sur la grille de départ. Alors il faut savoir aussi que Vandergaard est le seul pilote de la course à avoir fait 5 arrêts au stand. Il termine naturellement dernier, à plus de 50 secondes de son coéquipier Charles Pic, qui lui termine 17e. Et attention, il faut le préciser quand même parce que c'est quand même une très belle performance, devant la Sauber de Gutiérrez en course. Donc moi je pense que Charles Pic peut être doublement content, non seulement il termine devant une Sauber, mais il termine devant ses concurrents directs, qui sont les deux Marussia, et son coéquipier. Toro Rosso ensuite. Alors écoutez, Ricciardo et Vergne ont tous deux passé la Q2, Ricciardo termine devant Vergne en qualification, mais ça commence à devenir une habitude, 3 dixièmes de mieux que son coéquipier. Alors Ricciardo fait 3 arrêts, termine 16e de la course seulement, c'est une grosse déception après la 7e place en Chine. Et Vergne, lui, il abandonne, il était dernier après une touchette entre Bottas et Vandergaard au tout début de la course. Aileron arrière arraché, et du coup il n'a pas pu continuer beaucoup plus que ça, il a décidé d'abandonner. Donc finalement sur Toro Rosso, Ricciardo devance Vergne 2-2. Alors j'ai oublié de parler, mais c'était marqué à Marussia, donc Bianchi gagne bien sûr son duel face à Chilton, ça fait 0-4 sur l'ensemble de la saison, et Pic remporte naturellement également son duel face à Vandergaard, ça fait 4-0 également pour Pic. Les Williams. Alors les Williams, Bottas passe en Q2, pas Maldonado. Ça commence à devenir bizarre quand même. Bottas est en Q2, mais bon, il est 15e, devant Vergne en tout cas. 3 arrêts, termine que 14e seulement. Maldonado, quant à lui, donc il fait la Q3, 17e, mais il fait une très belle remontée. 3 arrêts, même stratégique Bottas finalement, mais il termine 11e à la porte des points. Bon après, quand j'ai la porte des points, c'est relatif, il termine à 20 secondes de Button, une vingtaine de secondes de Button derrière lui. Mais Maldonado a montré des signes encourageants. Mais il termine 15 secondes devant Bottas, 14e. A noter que Bottas, en fin de course, a été l'auteur d'un beau dépassement sur Massa, mais Massa était en perdition pendant toute la course. Force India. Alors la Force India a énormément étonné en qualification. Longtemps, on a cru que Di Resta et Sutil allaient être certainement sur les 2 premières lignes. Et finalement, ce n'a pas été le cas. Ils sont sur la 3e ligne. Puisque Sutil est 6e, après le déclassement de Weber-Hamilton, il était 8e initialement. Et Di Resta, qui était 7e initialement, part 5e. Donc Di Resta devant Sutil, pour tenez-vous bien, 11 millièmes de seconde seulement, l'un de l'autre. Donc des temps quasiment similaires entre les deux, qui prouvent bien l'homogénéité des pilotes de Force India. Stratégie décalée, Sutil a fait 3 arrêts, Di Resta en a fait 2. Di Resta a longtemps été sur le podium de cette course virtuellement, avant d'être détrôné en toute fin de course par un Romain Grosjean qui nous a fait une course splendide, magnifique. On peut utiliser tous les adjectifs, c'était vraiment une magnifique course. Sutil lui a eu beaucoup moins de chance, puisqu'au début de la course, il y a eu une petite touchette, il est rentré au stand.
Ensuite, il s'est retrouvé dans les dernières positions et du coup termine 13ème à 54 secondes de son coéquipier, quasiment 55. Di Resta remporte naturellement son duel face à Sutil sur cette course, ça fait 1-0 et 3-2 sur l'ensemble de la saison pour Di Resta. Commence à prendre légèrement l'ascendant sur Sutil, mais c'est pas net, encore une fois Sutil a été malchanceux. Sauber, hein. Alors Sauber, donc s'il y a bien une hiérarchie qui se dégage, c'est que Hülkenberg est bien plus fort que Gutiérrez. La preuve. Gutiérrez, même avec sa pénalité initiale suite au Grand Prix de Chine, n'a pas passé la Q1. Il était 18ème, rétrogradé donc en dernière position. Et Hülkenberg, lui, passe en Q2, mais 14ème seulement. C'est un petit peu décevant. Alors Gutiérrez, lui, a fait 4 arrêts. Hülkenberg en a fait 3. Et Gutiérrez termine donc 18ème, donc je le disais tout à l'heure, derrière Charles Pic. Alors certes, il termine très très proche derrière, mais derrière quand même. Donc c'est pas bien du tout pour Gutiérrez. Et Hülkenberg, lui, malgré sa 14e position sur la grille, on pensait que la Sauber allait pouvoir faire mieux en course. Pas du tout, il est 12e seulement à l'arrivée. À 43 secondes devant son coéquipier, certes, mais bon, il remporte le duel. 1-0 pour Hülkenberg, 3 pour Hülkenberg sur l'ensemble de la saison. Mercedes. Alors Mercedes, franchement, ça a été l'inverse que ce soit en course ou en qualification. C'est-à-dire on a Rosberg qui a fait la pole position, Hamilton qui était 4ème initialement et qui chute à 9ème position avec sa pénalité. Alors, entre les deux, il y a eu quand même 4 dixièmes d'avance sur Rosberg, ce qui prouve bien que Rosberg a quand même dominé son coéquipier un petit peu en qualification, c'est pas qu'un peu d'ailleurs. Mais après en course, Rosberg, bon bah, on retrouve le même problème chez les Mercedes. Hein. Très très bonne en qualification et plutôt moyenne, voire mauvaise en course. Puisque Rosberg n'a pas su vraiment gérer ses pneus, c'est un problème pendant toute la course. Il a fait 4 arrêts, il termine 9ème. Il a perdu 8 places. Et il termine tout de même à 5 secondes 896 son coéquipier Hamilton, qui lui, parti 9ème, termine 5ème. 5ème d'ailleurs talonné par Perez en fin de course. Donc il aurait pu terminer 6ème, mais bon, termine 5ème, c'est encore Hamilton qui apporte des points à l'équipe. Et du coup, finalement il termine pas si loin que ça, Rosberg d'Hamilton. Il a signé la pole, il a dominé en qualification. Hamilton, par un concours de circonstances, un arrêt en plus de Rosberg, termine devant. Moi je dis que ça fait match nul finalement pour les Mercedes sur ce Grand Prix. Mais Hamilton domine son coéquipier Rosberg 4-1 sur l'ensemble de la saison. Lotus. Alors Lotus, pour moi, ça a été la plus belle équipe à voir aujourd'hui en Grand Prix. Grosjean a décidé en Q2 de ne faire qu'un seul run. Conclusion, bon c'est une stratégie classique pour économiser les pneus de la Lotus. Conclusion, bon bah il s'est fait caler à la 11ème position, la plus mauvaise. Donc il n'était pas content à l'issue de ses qualifications. Et Raikkonen, donc, qui était 9ème, pareil, avec une seule tentative. Donc il a fait que 9ème. Classé 8ème suite au déclassement d'Hamilton. Avec des stratégies différentes en course. Donc Grosjean a fait une stratégie plutôt offensive avec 3 arrêts. Raikkonen a voulu faire une stratégie de préservation de ses pneus, 2 arrêts. Et conclusion, eh bien ça a marché. Raikkonen termine 2ème de la course, une fois de plus sur le podium, la 3ème fois quand même. Et Grosjean termine également sur le podium, et à 10 secondes seulement, 10 secondes 396 de son coéquipier. Nous avons donc les deux Lotus sur le podium, qui ont fait vraiment une magnifique course. Grosjean a gagné 8 places, Raikkonen en a gagné 6. À eux deux, ils ont gagné 14 places. Et Grosjean a été carrément l'un des principaux animateurs de cette course, avec plusieurs beaux dépassements, notamment sur Perez, qui n'était pas un candidat facile à dépasser, Di Resta, Weber, Alonso, bref, que des beaux dépassements de la part de Grosjean. Mais Raikkonen termine quand même devant son coéquipier que ce soit en qualif ou en course, il remporte donc le duel, 1-0 pour Raikkonen, 4-0 pour lui, pour le Finlandais, sur l'ensemble de la saison. McLaren. Alors McLaren, franchement, je dois dire que j'ai été bluffé par Perez. Il fait la Q2, 12ème, Button la Q3, 10ème, donc termine à 2 places près, c'est la même chose. Alors Button était certainement parti sur une stratégie à 2 arrêts, mais il faut savoir que quand on a un Perez derrière qui attaque, McLaren n'a pas donné de consigne d'équipe visiblement, Perez a attaqué, il a été un gros animateur grâce à cette bagarre avec Button. Alors il y a la polémique comme quoi il aurait peut-être dû laisser Button, pas attaquer aussi agressivement son coéquipier, même Button s'en est plaint, mais franchement pour le spectacle c'était joli. Et Perez donc a fait 3 arrêts, termine 6ème de la course, comme quoi ça paye, 6ème c'est le meilleur résultat de Perez cette saison. Le meilleur résultat de McLaren étant une 5ème place avec Button, donc c'était en Chine.
Et Pérez termine 10 secondes 633 devant son coéquipier tout de même, à savoir que Pérez pouvait, très honnêtement, dépasser Hamilton en fin de course, s'il avait eu un tour de plus. Donc Pérez a fait une belle course, Button a fait une course sage, mais comme en se défendant avec Pérez, il a usé plus ses pneus, eh bien il a dû rentrer une fois de plus au stand, voire 2 fois de plus au stand, je pense que prévu, et changer sa stratégie. Finalement, les attaques à répétition de Pérez sur Button ont fait foirer la stratégie de Button, je pense. Donc 6ème, 10ème, Pérez remporte pour une fois son duel avec Button, ça fait 2-2 sur l'ensemble de la saison. Alors si je dis pour une fois, c'est que c'est pour la première fois à la régulière, hein. C'est-à-dire Button n'a pas abandonné cette fois-ci. Donc ça fait 2-2 sur l'ensemble de la saison. Pérez-Button finalement, qui se neutralise un peu, même si Button m'a l'air bien plus solide que Pérez en ce début de saison. La belle course de Pérez est à confirmer sur les autres Grands Prix européens. Ferrari maintenant. Alors Ferrari, Massa et Alonso ont terminé en Q3, hein, forcément. 6ème place pour Massa, puis 4ème suite au déclassement de Weber et Hamilton. 3ème place pour Alonso sur la grille. Finalement, Massa termine à 5 dixièmes de son coéquipier, c'est un gouffre. Ils ont fait tous les deux 4 arrêts et ont été tous les deux donc deux grosses déceptions de cette course. Alonso partant 3ème et étant rapidement 2ème, on s'attendait à ce qu'il aille chercher Vettel dès le début de la course. Et finalement, donc, une erreur de DRS qui est resté bloqué en position ouverte a fait rentrer Alonso une première fois au stand. Il est reparti. Reblocage du DRS. Une deuxième fois il rentre au stand et du coup Alonso s'est retrouvé très rapidement dans les dernières positions à se battre. Il fait une belle remontée et termine 8ème, mais je veux dire en partant 3ème, et pour Ferrari c'est loin d'être le résultat rêvé. Et Massa c'est pas beaucoup mieux puisqu'il a fait 4 arrêts également. Des problèmes à répétition, donc que ce soit au niveau de son pneu, une crevaison au pneu arrière gauche, si mes souvenirs sont bons, ou avant gauche, enfin sur le côté gauche il y a une crevaison donc au niveau du pneu. Et Massa, donc, du coup, qui lui termine 15ème avec 4 arrêts également, à 48 secondes de son leader. C'est un gouffre, hein, et s'est fait même dépasser par Bottas en fin de course. C'est pour vous dire le niveau de la Ferrari, de Massa, avec ses pneus qui étaient vraiment en perdition. Alors, Alonso remporte son duel face à Massa 1-0. Ça fait 3-1 pour Alonso depuis le début de la saison. Mais bon, chez Ferrari, on sait qu'il y a une hiérarchie assez claire qui fait qu'Alonso est devant Massa. Et si Massa a l'occasion de dépasser Alonso, je pense qu'il le fera, mais pour l'instant, il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Chez Red Bull, c'est un peu pareil, hein, qu'on est déjà hiérarchie depuis longtemps, c'est Vettel devant Weber. Hein. Weber était en Q3, il a fait le 5ème temps, quand Vettel faisait le 2ème. Il termine quasiment à 5 dixièmes de son coéquipier, là encore c'est un gouffre, hein, donc il n'y a pas photo. Sauf que Weber, avec sa pénalité, lui partait 7ème sur la grille de départ, tandis que Vettel partait donc toujours 2ème. 3 arrêts chacun, donc finalement une course qui a été sans embûche pour les deux. Encore plus pour Vettel. Vettel prend le départ de la course en tête, il dépasse Rosberg, prend la tête. Quand Alonso a son DRS qui est bloqué, il n'a plus aucun concurrent pour le gêner. Il devance Di Resta qui était rapidement 2ème sur cette course, puis premier ensuite. Il l'a devancé suffisamment pour faire une stratégie qui lui permettait donc de rester devant et de faire une course vraiment tranquille. Vettel, on peut le dire, s'est baladé durant toute cette course à Bahreïn, n'a eu aucun opposant valable. À part Alonso en début de course, mais après, il a très rapidement eu des problèmes. Le pilote Ferrari, du coup, Vettel a été tranquille. Weber, quant à lui, il a fait 3 arrêts aussi, termine 7ème, après avoir été en délicatesse avec ses pneus en fin de course. S'est fait dépasser notamment par Pérez et par Hamilton, pour la 5ème et 6ème place. Moi je pensais très franchement que Weber allait pouvoir terminer sur le podium, 2ème ou 3ème, après le premier relais. C'était lui qui était reparti donc devant tout le monde, même devant Di Resta et tout. Et finalement, en fin de course, ses pneus se sont dégradés, donc il termine 7ème. À 37 secondes, je le rappelle, donc de Vettel, qui remporte naturellement son duel face à Weber, 1-0, 4-0 sur l'ensemble de la saison. Voilà, nous allons maintenant passer au top et au flop. Commençons donc par les flops. Alors, les flops, en 3ème position, j'ai mis Adrian Sutil. Alors, c'est pas vraiment de la faute du pilote, parce que je crois qu'il a eu une touchette, et que du coup il est passé de la 6ème place sur la grille à la 13ème place au final. Il a signé le 2ème meilleur tour en course, pas loin derrière Vettel. Alors pourquoi un flop? Tout simplement parce que Di Resta lui termine 4ème, est à 2 doigts d'accrocher le podium, et Sutil termine très loin des points, finalement en 13ème position.
Donc pour la Force India, encore une fois, on peut l'appeler Monsieur Malchance, Adrian Sutil. Deuxième position, bon bah j'ai pas pu m'empêcher de mettre Rosberg, hein. Malgré sa pole position, donc qui a été flamboyante sur ce circuit, hein, il devance Vettel notamment, c'est pas rien. En course, Rosberg n'a jamais été en mesure de trouver un équilibre avec ses pneus. Et ça, c'est malheureusement le problème récurrent de la Mercedes qu'il faut absolument qu'ils améliorent. C'est ce qui sépare une Mercedes qui est capable de faire une pole position, une Mercedes qui est capable de signer une victoire. Tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème-là, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et le premier flop pour moi, bah, c'est naturellement l'équipe Ferrari, hein. Je veux dire, quand on part 3ème et 4ème et qu'on termine 8ème et 15ème, c'est qu'il y a un problème. Alors, encore une fois, fortune diverse. Massa, on peut dire que sa moitié est sa faute, puisqu'il a grillé un petit peu trop vite ses pneus. Alonso, c'est pas vraiment de sa faute, c'est un problème mécanique, c'est le DRS qui est resté ouvert. Hein. Mais on peut dire que la course de Ferrari qui ramène que 3 points finalement, enfin avec la 8ème place d'Alonso, je sais pas, ça fait 3 ou 4, enfin ça doit faire 4 points, bah, c'est rien du tout quoi, je veux dire, c'est pour une équipe comme Ferrari qui partait 3ème et 4ème. Donc c'est un petit peu décevant. Les tops maintenant. Alors bah les tops, le top numéro 3 pour moi c'est Sébastien Vettel. Je veux dire on est obligé, quoi qu'on en dise, de le mettre dans les tops. Vettel part deuxième sur la grille, dépasse Rosberg, prend le large. À part Alonso, personne ne peut le menacer. Après les malheurs d'Alonso et son DRS ouvert, plus personne ne peut le menacer. Il gère ses pneus, il attaque pas trop, il montre en fin de course qu'il est capable, qu'il en a encore sous la pédale. Il signe le meilleur tour en course. Course parfaite finalement de Vettel, hein, course simple, directe. C'est tellement facile en fait. Hein. Facile, voilà, c'est le mot qu'on pourrait mettre à la course de Vettel. Deuxième top pour moi, donc en deuxième position, bah, je mets Paul Di Resta. Paul Di Resta a été pendant tout le week-end rapide. En qualification, il a été rapide. En course, avec sa stratégie, il a montré qu'il était capable de faire des belles choses. Force India nous a montré très souvent qu'ils étaient capables de faire des belles choses en course. Rarement concrétisé par un podium. Paul Di Resta n'est jamais monté sur le podium. Adrian Sutil non plus. Et Di Resta, bah, là, tenait le podium justement de cette course. Hein, ça s'était dessiné clairement. Avec une stratégie similaire à celle de Raikkonen. Il s'est fait dépasser par Raikkonen, là Lotus étant plus rapide en deuxième run. Et Di Resta s'est fait dépasser donc uniquement dans les 2 ou 3 derniers tours par Romain Grosjean pour le podium. Il est cependant très content de sa course, et il peut l'être. Il a fait une magnifique course, Paul. Et enfin, le top numéro 1, donc le top du top, pour moi, bah, c'est l'écurie Lotus, évidemment. Hein. J'aurais bien mis Grosjean en première position, mais il faut quand même saluer également la très belle remontée de Kimi Raikkonen. Donc pour moi, c'est un top global de l'équipe Lotus. Eric Boulier, Raikkonen, Grosjean, les ingénieurs, bref, tout le monde. Les courses a été parfaite. À noter tout de même donc un petit plus pour Romain Grosjean, parce que Raikkonen, finalement, il a fait une stratégie à 2 arrêts qui lui a permis rapidement donc d'être aux avant-postes en préservant mieux les pneus que les autres. Je pense notamment Mercedes. Romain Grosjean, lui, a fait une stratégie à 3 arrêts, c'est-à-dire la même stratégie que tout le monde, en partant à la 11e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dû attaquer, il a dû dépasser, très beau dépassement sur Perez, très beau dépassement sur Weber, très beau dépassement sur Hamilton également. Ce sont quand même trois bons gaillards hein, au niveau de la course. Et finalement, Lotus termine 2e et 3e, et marque donc, me semble-t-il, une trentaine de points, un peu plus de 30 points du coup, puisque c'est 20 points pour le 2e, me semble, et 16 ou 15 points pour le 3e. C'est énorme quoi. Lotus vient de marquer des très gros points. A noter, en parlant du podium, puisqu'on a Vettel et les deux Lotus dans les tops, que le podium de cette année est exactement le même que celui de l'an passé sur le même circuit. C'était Vettel sur Red Bull et les deux Lotus de Raikkonen et Grosjean sur Lotus. Donc, comme quoi, vous voyez que le circuit de Bahreïn est un circuit où... Enfin, c'est rare, hein. C'est rare que ça arrive. Et comme quoi, les Lotus et Vettel sont très à l'aise sur ce circuit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo donc, vous a plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, voire un petit commentaire sympathique. Ça fait évidemment toujours plaisir, ça fait pas de mal. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Barcelone qui s'annonce être un des Grands Prix les plus... certainement un des plus passionnants. Il va y avoir du dépassement avec une des plus longues lignes droites du championnat. Donc zone de DRS. Et puis, bon, on va voir ce qui va se passer. Donc, on quitte les Grands Prix extra-européens pour rentrer dans les Grands Prix européens, voir ce qui va se passer en Europe, où en général, la hiérarchie commence à se dessiner un petit peu plus. Hein. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!